Bonjour, je salue avec beaucoup de plaisir pour cette première réunion du Cercle des managers de l'immobilier de l'année 2024, les quelques 400 participants qui sont avec nous, professionnels de la filière, mais aussi traditionnellement journalistes, représentants des pouvoirs publics, des particuliers sans doute aussi, hein, qui sont avec nous pour nos débats et celui-ci inaugure l'année 2024 avec un thème qui est à la fois plein d'optimisme parce que la France a gagné l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. On est maintenant à quelques mois de ce grand événement mondial et on va parler de l'impact, alors très concret, hein, sur la vie des immeubles, des habitants et des professionnels à leur service qui sont dans la transaction, la gestion, dans l'univers des travaux, de l'entretien, l'impact très, très concret sur leurs activités et sur la vie des ménages français. Je voudrais très amicalement vous présenter des vœux à tous ceux qui sont assidus au Cercle des managers de l'immobilier, à ceux qui nous rejoignent régulièrement. La communauté depuis quelques 3 ans que nous existons est très large et c'est avec beaucoup de plaisir que chaque mois on vous retrouve pour traiter les sujets qui comptent dans l'univers de l'immobilier et pour toute la filière professionnelle. Alors, ces vœux étant présentés, je voudrais remercier les participants à ce cercle des managers d'immobilier, mais aussi les débatteurs qui vont nous éclairer sur le sujet que je viens de rappeler. Dans l'ordre alphabétique, Philippe Bouet, il est le président de la Fédération des ascenseurs. Et je le salue avec beaucoup de plaisir. Bonsoir, cher Henri. Bonjour Philippe. Ils apparaissent à l'écran. Serge Boulanger, il est préfet, donc je l'appellerai monsieur le préfet. Je sais que ceux qui sont préfets sont attachés à ce que on parle de on les cite avec cette fonction. Et s'agissant de Serge Boulanger, il est aujourd'hui attaché à une fonction qui lui a été confiée de fraîche date, il y a quelques mois. Il est secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris. Et à ce titre, même si ce n'est pas sa seule préoccupation, parce qu'une manière constante, il s'occupe de la sécurité de cette zone, il est bien sûr responsable de la sécurité pour les Jeux olympiques et paralympiques. Et on va cibler notre débat sur ce site olympique entre tous, qui est celui de Paris, même si notre propos pourra être élargi à d'autres sites. Bonsoir, monsieur le préfet. Alors, bonsoir à vous toutes et à vous tous à nouveau. Ravi de participer à ce rendez-vous de ce soir. Je suis très impressionné par le nombre de participants, mais ça sera l'occasion de pouvoir illustrer quelles sont les actions que nous engageons sous l'autorité du préfet de police, de manière à faire en sorte que ce merveilleux événement que l'on a la chance d'accueillir à Paris puisse se dérouler dans les meilleures conditions de sécurité, bien évidemment, parce que ça s'impose dans le contexte international et national que tout un chacun connaît, mais aussi de pouvoir faire en sorte que la vie continue et que nous puissions permettre à tout un chacun, dans des conditions parfois à adapter, on y reviendra, mais à pouvoir fonctionner durant cette période de Jeux olympiques et paralympiques. Merci mille fois. Voilà, vous avez très très bien décrit la problématique, sachant que ce soir, on va vous écouter, on va échanger. On est certes à quelques encablures de l'événement, mais il y a peut-être encore, et j'espère que notre événement va y participer, il y a peut-être encore des questions qui se posent, des réponses qu'il faudra affiner, peaufiner, et on est dans le mouvement, voilà, on est dans l'élan. Benjamin Darmouni, alors Benjamin, il est mon comparse pour l'organisation de ces événements. Ce soir, il est à la manœuvre. Hein. Il est le président délégué de l'UNIS du Grand Paris, c'est un administrateur de biens, donc il représentera ce soir dans ce débat les femmes et les hommes de la gestion, hein, ceux qui sont attachés à la vie des immeubles à longueur d'année et qui, dans cette période, à Paris et dans quelques autres villes, vont devoir
continuer à travailler. Le préfet parlait de continuité, hein, continuer à travailler, à vivre aux côtés des ménages qui sont les habitants de ces immeubles et qui veulent savoir. Je pense que c'est pour ça qu'on a une forte fréquentation, hein, 400 personnes qui veulent savoir comment les choses vont se passer. Merci beaucoup, Benjamin, au titre de ton syndicat et de ta profession, d'être avec nous. Merci, Henri. J'en profite pour souhaiter tous mes voeux à tous. Et oui, ce sujet nous préoccupe. Oui, ce sujet, au-delà de ça, me passionne. Et donc, j'ai la chance d'être aujourd'hui en face de toi et pas à côté de toi. Merci beaucoup. Alors, une journée particulière, hein, on vient de changer de Premier ministre. Et puis, donc, c'est une journée qui s'ouvre, hein, vers un élan nouveau, un avenir nouveau. Et on parle d'un sujet qui, comme l'a dit le préfet, doit être porteur de choses heureuses, mais il y a des problèmes à régler, très, très concrets, c'est de ça qu'on va parler. Philippe Servalli, alors, il est aujourd'hui le représentant, en tant que président de la fédération du bâtiment pour le Grand Paris, le représentant de cette grande filière des professionnels du bâtiment, donc qui vivent dans l'univers des immeubles, qui les entretiennent, qui les réparent, qui interviennent à des titres divers, et on le remercie beaucoup d'être avec nous. Oui, merci, merci Henri, bonsoir à toutes et toutes. Effectivement, moi je suis d'abord très content d'échanger avec vous. Je vais simplement vous rappeler 3 chiffres. Le bâtiment francilien, c'est presque 120 000 entreprises, c'est 390 000 salariés. Et puis c'est presque 40 milliards de chiffre d'affaires, avec 10 000 apprentis, jeunes apprentis formés tous les ans. Et aujourd'hui, vous le savez, le bâtiment est rentré dans une phase qu'on peut appeler une phase de crise, hein, que ce soit la construction neuve essentiellement, mais malheureusement la rénovation est pas très en forme aussi. Et je vais quand même vous passer un message un peu d'inquiétude face à aux contraintes qui vont nous être imposées, même si effectivement beaucoup de progrès sont réalisés tous les jours. On va le voir à travers nos échanges et on essaie d'amortir au maximum pour l'activité économique francilienne et notamment parisienne du Grand Paris, on va l'appeler comme ça, puisque les Jeux, ce n'est pas que Paris, mais c'est quand même les départements limitrophes, enfin, la petite couronne, comme on l'appelle. Et donc, on est quand même, on espère quand même arriver à maintenir une activité économique sur ce territoire. Merci, Président. Alors, effectivement, bon, très important, hein, ce que vous avez dit. On parle ce soir d'un sujet qui est enthousiasmant, et le préfet l'a dit, il doit le rester, c'est-à-dire que toutes les conditions doivent être réunies pour que ce soit une grande fête sportive et dont l'image de notre pays profite, mais derrière, de manière très concrète, et on va vraiment être collé à la réalité, il y a des sujets qui nous préoccupent, mais il faut que tout ça, au bout du compte, ne soit que heureux. C'est sur fond de crise de toute la filière et en effet, il serait souhaitable que ces quelques mois, parce qu'on parle de plusieurs mois, le préfet, je pense, va le préciser, mais qui concerne Paris, la couronne parisienne et d'autres sites en France, soient des moments qui n'éprouvent pas encore plus la filière et que donc l'activité soit permise, quoi qu'il en soit, pour les entreprises de bâtiment ou pour les intervenants de l'aval de la filière gestion aux transactions. Voilà, donc c'est vraiment la problématique. J'accueille pour finir celui qui, à mon côté, est l'organisateur, hein, puisque Benjamin, lui, est dans l'arène ce soir, fait partie des débatteurs. C'est François-Emmanuel Borel, vice-président du Cercle. Merci François-Emmanuel. Quelques mots d'accueil si tu le veux bien, et sûrement de vœux aussi, et après on attaque le débat. Tout à fait. Tous mes meilleurs vœux en effet à tous les participants, toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, qui peuvent nous regarder, mais également à nos débatteurs. Une nouvelle fois, c'est un sujet éminemment important, toujours avec une perception dynamique et positive du sujet pour pouvoir construire. Les inquiétudes, on les relaie, certes, mais également l'enthousiasme qu'on peut avoir pour un événement qui est un événement
hors du commun qu'on ne connaîtra qu'une fois dans une ville-monde qu'est Paris. Quelle organisation doit se mettre en place, le préalable, quelles sont les structures d'accueil qui vont être mises en place, quels sont les dispositifs que tout un chacun devra respecter, les précautions préalables pour en effet amortir le plus possible l'impact de celle-ci, les impacts éventuellement négatifs dans notre travail, pour qu'on puisse bien s'organiser, que ce soit pour les transactionnaires, pour les administrateurs de biens ou les syndics, pour les entreprises qui interviennent pour leur compte, pour les locations, pour toutes les activités de la filière immobilière. Ce sont des sujets qui sont importants parce que l'été est toujours une phase un peu particulière de remise en route où nous travaillons beaucoup. Et donc au-delà de ça, dès le mois de mars, je pense qu'on aura quelques impacts. Donc, on souhaitait savoir auprès du plus imminent des représentants de l'État quelles étaient les dispositions qui allaient être prises et comment travailler de concert pour faciliter et vivre cet événement hors du commun dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup François-Emmanuel. Voilà, alors, monsieur le préfet, très légitimement, on se tourne vers vous. Pourquoi? Parce que vous êtes à la manœuvre de manière très opérationnelle. Vous allez pouvoir nous rappeler la mission qui vous est confiée, votre lien particulier avec ces deux grands événements qui se succèdent. On le rappellera, Jeux olympiques et Jeux paralympiques 2024, à l'issue d'une compétition que la France et Paris ont gagné. C'est vous qui, j'allais dire, écrivez le scénario. Il y a des impératifs de sécurité. Vous êtes un représentant du ministère de l'Intérieur, de l'État, mais du ministère de l'Intérieur. On parle de sécurité des personnes, des biens, pour que l'événement se passe dans les meilleures conditions, un événement mondial. Vous allez peut-être nous donner des chiffres d'ailleurs qui vont nous rappeler les enjeux. Voilà, les règles du jeu. Et à partir de là, les responsables qui sont face à vous pourront vous relancer, exprimer les préoccupations, sachant que vous avez un dialogue constant, je pense que vous le rappellerez aussi, avec les organisations professionnelles représentatives de toute la filière. Ce sont des représentants. Et pour finir, je le dis volontiers, on n'est pas dans un moment polémique, on éprouve le mouvement en marchant. On est tous avec cette envie sur Vie au Corps que ce soit une réussite. Et j'espère qu'il y a peut-être ce soir encore des questions qu'on va vous poser, qui vont apparaître et qui vont vous permettre de compléter encore le dispositif et les réponses apportées. Mais en tout cas, je crois que vous avez même préparé des éléments à nous projeter. De quel danger l'État doit-il s'occuper? Quel est le rôle de l'État, mais aussi des collectivités locales, les rôles respectifs, c'est peut-être important de le rappeler. Quelles sont les missions? Quel est le dispositif global? Quelles sont ce que j'appelais les règles du jeu? Est-ce que vous avez pu prendre en compte aussi les questions d'urgence? Quand on parle d'immeubles, d'habitants, il y a des questions d'urgence, d'intervention d'urgence, qu'elles soient techniques, voire liées à la sécurité des personnes. Philippe Bouet est avec nous. On reprécisera ces questions-là, la sécurité de quelqu'un qui peut être en difficulté dans un immeuble. Voilà. Donc, toile de fond, très librement, et on reviendra vers vous, mais vous êtes évidemment celui qui doit, d'entrée de jeu, nous préciser les choses. Merci, Monsieur le Président. Alors, si vous en êtes d'accord, j'aurais besoin de 10-15 minutes pour vous présenter un certain nombre de slides, de manière à ce que chacune d'entre nous réunis ce soir comprenne bien les enjeux de ce à quoi, de ce que nous allons vivre pendant l'été 2024. D'abord, le sujet, pour nous, il est dans un contexte de menaces terroristes au plan international et sur le territoire national, que ce soit avec des actions qui pourraient être organisées depuis l'étranger ou par des individus déjà présents sur le territoire français, puisque malheureusement notre pays a eu à connaître à connaître régulièrement ces deux sujets. On ne peut pas, à travers un événement de cette taille que l'on accueille une fois par siècle, minimiser le risque terroriste auquel on peut être confronté. Malheureusement, les attentats de Munich nous ont rappelé que ça peut
survenir, y compris pendant les Jeux Olympiques. Nous avons également, on est en France, il y a une liberté de manifester, etc. Mais parfois, certains ne respectent pas forcément la forme que cela peut prendre en termes de liberté d'expression. Et nous avons parfois des actions un peu clandestines, pour reprendre je ne sais pas si le mot est approprié, mais et nous avons dans ces actions contestataires parfois des actions un peu virulentes, spontanées, etc., sur lesquelles nous devons aussi nous préparer, nous organiser de manière à pouvoir faire en sorte que les choses se déroulent dans le respect de notre droit et des principes de notre République. Et puis nous avons aussi des aspects accidentels sur lesquels nous avons à travailler, puisque bien évidemment la sécurité du public, la sécurité des riverains, etc., est une préoccupation du quotidien, et un certain nombre d'événements en France ou à l'étranger, à Séoul, où lors d'un mouvement de foule, il y a eu plusieurs morts, aux fêtes de Bayonne, où il y a eu des mouvements de foule, etc. Nous ne pouvons pas ignorer le sujet, et c'est pour cela qu'un certain nombre de dispositions réglementaires sont imposées pour la cérémonie d'ouverture, pour l'accès au site, etc. Nous aurons l'occasion, si vous le souhaitez, d'y revenir. Et puis, plus globalement, nous avons la prévention de la délinquance, avec, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, la mise en œuvre depuis maintenant quelques semaines des plans zéro délinquance qui doivent aboutir, et ça c'est un héritage, à faire en sorte d'éradiquer un certain nombre de réseaux, un certain nombre d'actions délictueuses. Et ces actions qui ont déjà été engagées à l'échelle de l'Île-de-France portent leurs fruits, puisque plusieurs dizaines d'opérations d'envergure ont déjà été réalisées, permettant de neutraliser un certain nombre de réseaux. Bien évidemment, la tâche n'est pas terminée. Chacun pourrait le confirmer. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais les actions sont en cours et nous y travaillons. S'agissant des JO 2024, nous aurions pu, dans le dossier Paris 2024, notre pays aurait pu déposer auprès du CIO un dossier avec quelque chose d'un peu traditionnel, une cérémonie qui se déroule dans le stade, permettant à 70 000, 75 000 personnes de participer à la cérémonie d'ouverture, ce qui n'est pas le choix qui a été fait, puisque le choix a été de faire les deux cérémonies d'ouverture olympiques sur la Seine avec 6,5 km de linéaire et paralympiques sur la place de la Concorde avec 65 000 personnes qui pourront participer à cette cérémonie d'ouverture. C'est une première originalité. La deuxième originalité, dans un contexte de transition écologique qui est une marque forte du dossier Paris 2024, aurait été d'imperméabiliser des milliers d'hectares à quelques dizaines de kilomètres de Paris pour créer un village olympique, des infrastructures toutes neuves qui n'auraient pas servi, etc. Tel n'a pas été le cas, puisque le principe est de soit s'appuyer sur des structures existantes en ville, soit de construire de manière éphémère un certain nombre d'installations, ce qui est le cas du Grand Palais éphémère, qui est déjà existant, mais ce sera également le cas sur la place Jacques Rueff, sur le Champ de Mars d'une aréna, sur la place de la Concorde, d'une autre aréna, pour un certain nombre d'épreuves et pour la cérémonie d'ouverture. Quand je dis cela, bien évidemment, ça nous permettra de pouvoir envoyer dans le monde les plus belles images de notre patrimoine national, mais bien évidemment, il y a sa contrepartie qui est celle des contraintes que ces Jeux olympiques en ville vont apporter, mais sur lesquelles il nous faut collectivement pouvoir travailler de manière à minimiser les impacts. Et peut-être pouvons-nous mettre la première slide de manière à illustrer à l'échelle de l'agglomération parisienne ce que c'est. Déjà, on voit que quand on prend Paris et la petite couronne, c'est pas toute l'agglomération parisienne. Il manque le département 77 et 78, mais la carte aurait été trop petite, donc on a fait le choix de ne pas les faire apparaître. Mais on voit que c'est assez concentré. Si on enlève les sites tout à fait au nord, à Villepinte et le Bourget, c'est surtout concentré sur la partie 93 avec le secteur de Pleyel, où il y aura le village olympique, le Stade de France, le centre aquatique. Et l'autre concentration est essentiellement celle de Paris-Centre. Alors le centre de Paris, parce que Paris-Centre correspond à un arrondissement. Je vais parler de centre de Paris, qui va du Trocadéro
Champ de Mars en prenant les Invalides, la place de la Concorde, le Grand Palais. Alors, pour l'instant, on ne voit pas apparaître de documents, hein, monsieur le préfet, donc je sais pas si c'est normal. Ah, vous ne les avez pas à l'écran? Si, on l'a, non? Ah, si. Ah, pardon, ouais, écoutez. Ah oui, on l'a. Moi, je ne les vois pas. Si tout le monde les voit, tout va bien. Ah oui, mais si le président ne les voit pas, c'est embêtant. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vous écoute. Donc, déjà, on peut voir que dans les préoccupations légitimes qui sont, entre autres, celles des personnes présentes à notre webinaire de ce soir, on voit bien que ça ne concerne pas l'ensemble de l'Île-de-France et que c'est très concentré sur un certain nombre de secteurs. Nous avons ensuite, sur la slide suivante, alors, qui montre quoi, celle-là? Ça, ce sont les sites paralympiques. Donc, en fait, il y a 3 sites qui disparaissent par rapport au sujet précédent, en rappelant quand même que les Jeux Olympiques, c'est fin juillet jusqu'au 11 août, du 24 juillet au 11 août, et que le paralympique, c'est du 28 août à début septembre, 9 septembre. J'appelle votre attention là-dessus parce que, bien évidemment, les incidences peuvent être, somme toute, quelque peu différentes entre les Jeux Olympiques, où on est quand même dans une période où les activités économiques sont quand même, pour certaines d'entre elles, un peu à l'arrêt, ce qui est moins le cas de fin août, début septembre, où là, tout reprend. Nous avons ensuite, sur les slides qui suivent, un zoom sur Paris Centre, voilà, où on retrouve alors, je profite de ce zoom parce que ça permet de pouvoir évoquer à quoi correspondent les zones grisées, les zones rouge-orange et les zones bleues. Les zones grisées sont les zones, le secteur de compétences de Paris 2024, le périmètre organisateur. Périmètre organisateur qui est sous la responsabilité de l'organisateur, qui colle au maximum aux installations sportives et avec les tribunes qui sont associées à ces installations sportives. Elles sont souvent restreintes et ont très peu souvent des impacts directs sur la population et les riverains. Là-dessus, c'est extrêmement important. Il y a quelques exceptions, bien évidemment, sur quelques sites, mais c'est marginal et on pourra y revenir selon les questions qui pourraient être posées. Au-delà sur ce premier périmètre gris, il y a le périmètre organisateur, mais nous venons coller pour la partie qui nous concerne, ce que nous on appelle dans notre jargon le périmètre SILT, qui est le périmètre à partir duquel il y a des contrôles de sûreté, c'est-à-dire le contrôle de la billetterie, bien évidemment, mais aussi des contrôles de sûreté, soit par des portiques, soit par des palpations de sécurité, de manière à vérifier que les personnes qui entrent à l'intérieur de ces sites ne sont pas porteurs d'objets interdits, etc. Mais, encore une fois, ces périmètres sont extrêmement restreints et n'impactent que marginalement des habitants et quasiment pas de commerce. Nous avons autour un périmètre rouge. Alors, le périmètre rouge, c'est aussi un périmètre que je qualifie de sécurité, qui est un périmètre dans lequel les piétons et les cyclistes pourront circuler librement. C'est-à-dire il n'y a pas de laissez-passer digital ou QR code, selon la formule qu'on utilisera. Les piétons et les cyclistes peuvent circuler librement. Seuls sont restreints les déplacements en véhicules motorisés à 2 roues ou à 4 roues. Ces périmètres rouges répondent à la nécessité de pouvoir éviter un drame comme on a pu le connaître à Nice, avec un véhicule qui fonce dans la foule, etc. Alors même que dans ces zones rouges, nous allons avoir les flux de spectateurs qui convergent vers le site olympique pour participer à la session ou qui vont en sortir pour rejoindre le métro ou un autre mode de transport. Donc ces périmètres rouges sont un peu plus conséquents, mais encore une fois, ils n'ont des incidences que sur les déplacements motorisés, tous les déplacements piétons ou à vélo étant autorisés. Et enfin, nous avons un périmètre bleu qui aurait pu ne pas apparaître dans nos cartographies, mais par transparence, par totale transparence, nous l'avons mis en œuvre, nous l'avons publié ainsi depuis le début. Ces périmètres bleus n'ont pas de contraintes de fonctionnement précises, ils n'ont pour seule vocation que d'empêcher la circulation de transit.
C'est-à-dire que quelqu'un qui, puisque là on est sur le centre de Paris, quelqu'un qui viendrait du nord, du 17e arrondissement pour aller rejoindre le 15e arrondissement, il lui faut impérativement éviter de traverser cet espace du centre de Paris, parce qu'il va se retrouver devant des barrières, dans des bouchons, etc. Et donc, l'enjeu pour nous est de faire contourner la circulation de transit autour de ces zones, de manière à ne pas venir accentuer la pression autour des sites olympiques qui vont déjà connaître une forte affluence. Ces sites bleus seront intégrés dans les outils de guidage auxquels nous avons tous régulièrement recours, type Waze, avec qui nous sommes en train de contractualiser pour pouvoir intégrer toutes ces données pour que les outils de guidage orientent l'usager vers un autre itinéraire que de transiter à travers ces périmètres bleus. Mais vous voyez quand même que les périmètres qui restreignent les conditions de déplacement se limitent aux zones grisées, aux zones rouges. Les zones bleues, encore une fois, n'étant que des interdictions de transit pour aller d'un point A à un point B. On ne passe pas par les zones olympiques. Voilà, ça c'est le détail. Alors après, je n'ai plus en tête quels sont là. Ici, nous avons Bercy. Alors, pour ceux qui sont déjà allés voir un spectacle, un concert, un match de basket à Bercy, c'est quelque chose qui n'a rien d'original, puisque c'est rigoureusement le même dispositif qui est mis en place pour n'importe quel concert, n'importe quelle organisation, avec les voies d'accès en bleu qui permettent le bon accès des spectateurs, mais également les accès des véhicules accrédités, etc., avec le périmètre qui est un tout petit peu plus grand que d'habitude, puisqu'il va jusqu'au parc de Bercy, mais pour des raisons de sécurité et de contrôle d'accès. Les slides suivantes sont celles qui sont sur un secteur un peu sensible, qui est Roland-Garros et le Parc des Princes. Alors, pourquoi sensible? Parce que tous les ans, nous accueillons le tournoi de Roland-Garros, que très régulièrement, compte tenu du championnat de France, nous avons des matchs au Parc des Princes. La particularité des Jeux Olympiques, c'est que à plusieurs occasions, nous aurons concomitamment et des sessions à Roland-Garros et des sessions au Parc des Princes, augmentant un peu la pression sur ce secteur, notamment sur les transports collectifs. Mais c'est un secteur qui est habitué à accueillir des grands événements et les périmètres qui sont mis en place autour de ces deux sites, périmètre bleu mis à part, parce qu'habituellement on ne les met pas en place, mais sur le périmètre rouge et le périmètre gris, ce sont les périmètres de sécurité qui sont mis en œuvre à l'occasion des grands événements qui sont organisés sur ces deux emprises sportives. La slide suivante, c'est sur la partie porte de Versailles. Là aussi, quand on accueille 900 000 visiteurs pour le salon de l'agriculture, nous allons avoir un périmètre de sécurité qui est identique aux grands événements qui sont organisés habituellement porte de Versailles, avec le périmètre bleu qui est un petit peu différent, mais qui permet d'éviter cette circulation de transit aux abords immédiats de la porte de Versailles que tout à chacun connaît, et on connaît la haute vulnérabilité dans la mesure où les grilles d'accès du public sont immédiatement accessibles depuis le boulevard des Maréchaux, d'où le fait qu'on neutralise la circulation sur ce boulevard le temps des événements. La slide suivante, mais là, alors là, c'est un peu différent parce que c'est un équipement nouveau, pardon, je bafouille, c'est la fin de journée, c'est un équipement nouveau puisque c'est l'Arena La Chapelle qui est en cours de construction presque achevée, vraiment au niveau de la porte de la Chapelle, avec un nouvel équipement et avec un périmètre qui, lui, est très peu impactant. Nous avons vraiment voulu délibérément jouer la moindre contrainte et donc nous sommes très resserrés autour de cette porte de la Chapelle. Le site suivant est le site là, par contre, qui est pour tous les acteurs réunis aujourd'hui, qui ne sont pas que sur Paris, c'est le secteur de Pleyel que j'évoquais tout à l'heure, avec le village olympique. Sa particularité, c'est qu'à partir du 18 juillet, il va être activé et accueillir les premières délégations étrangères, et il ne cessera son activité qu'après la fin des Jeux paralympiques, mais ça veut dire que le site du village olympique sera activé, lui, H24, pendant toute la durée des Jeux olympiques et paralympiques, avec des contraintes autour
liées. Là, autour de ce site, nous avons un certain nombre de résidents et d'activités économiques, que ce soit des entreprises ou des commerces. Et nous avons le Stade de France et le centre aquatique, que je mets volontairement dans la même enveloppe, dans la mesure où sur le Stade de France, il y a une très grande pratique de l'événementiel, et les périmètres qui sont mis en place, que ce soit pour le Stade de France ou le centre aquatique qui est immédiatement accolé à peu de choses près, nous avons des dispositifs d'accueil qui sont rigoureusement identiques. Vous avez sur la même slide Le Bourget et Villepinte, sur lequel je ne m'étends pas parce qu'on est sur des sites un peu isolés qui sont simples en termes de sécurisation. Enfin, je mets des guillemets parce qu'il faut toujours faire preuve de beaucoup d'humilité dans ces domaines, mais avec des emprises extrêmement restreintes. Et nous arrivons ensuite sur le 92 avec les Hauts-de-Seine qui vont accueillir à l'Arena La Défense, là aussi, une salle qui est habituée à l'accueil de grands spectacles, et le périmètre est identique à tous les grands événements qui sont organisés à l'Arena La Défense. Une particularité qui est celle du hockey sur gazon avec Colombe, qui est un site qui n'a pas l'habitude d'accueillir des grands événements, qui a des infrastructures sportives de très bonne figure. Et donc, Colombe va accueillir les compétitions de hockey sur gazon, et ces périmètres, le périmètre rouge intègre des habitants, enfin, il y a une cité dedans, etc. Mais nous tiendrons compte, bien évidemment, de ces habitants, entre autres, pour pouvoir faire en sorte que ça se passe au mieux. Nous avons ensuite... alors, ça, c'est une slide qui est une slide Paris 2024, que je commente, mais sur laquelle vous aurez beaucoup plus de détails dans les jours à venir, qui est... moi, je suis capable de vous parler des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Parce que je connais les dates, on connaît les sessions, on connaît quand ça commence, on connaît quand ça s'arrête. Ce qui est un peu nouveau pour nombre des personnes que nous rencontrons, c'est bien évidemment que Paris 2024 doit, pour accueillir les Jeux Olympiques en ville, construire l'équivalent d'un Stade de France dans Paris, pour construire l'Arena sur la place de la Concorde, l'Arena sur la plage d'Acruef, etc. Et donc, il faut le construire, et ça nécessite un peu de temps pour le montage. Et nous avons un certain nombre de secteurs qui seront de manière progressive. Alors, bien évidemment, pour les pessimistes, ça commence le 1er mars. Le 1er mars, on verra arriver des premières barrières sur la place de la Concorde, on verra arriver des barrières sur la place, sur le Champ de Mars ou sur le Trocadéro. Mais ils n'auront des effets qui commenceront à être réellement impactants à partir du mois de mai, dans la mesure où c'est par exemple au mois de mai où nous aurons l'intégralité de la place de la Concorde qui sera prise par les infrastructures de Paris 2024 et qui nécessitera des déviations en amont et en aval pour pouvoir faire en sorte de continuer à circuler. Et c'est aussi à peu près dans cette période de 1er mai ou 1er juin où nous aurons la presque totalité du Champ de Mars qui sera pris en compte pour les installations des aménagements. Mais vous aurez tous ces détails dans les jours à venir, puisque Paris 2024 est en train de finaliser sa copie en essayant de travailler avec chacune des entreprises en charge de l'installation et du démontage des installations pour essayer de grignoter des jours et des jours pour pouvoir faire en sorte d'avoir des impacts aussi limités que possible. La slide suivante puisque là, on a parlé des sites olympiques. Et comme vous l'avez vu, sur grand nombre des sites que l'on vous a présentés, un grand nombre des sites sont habitués à accueillir des grands événements du Stade de France à l'Arena La Défense, à la Porte de Versailles, etc., etc. Nous avons également les épreuves sur route qui ont des impacts quelque peu significatifs. Ces slides, et je préciserai après comment vous les procurez, ces slides précisent les périmètres qui seront mis en place, mais aussi les dates d'activation. Et pour les Jeux Olympiques, ça tombe, ces périmètres qui sont quelque peu impactants, puisque là, nous avons l'épreuve de cyclisme, c'est 270 km d'épreuve sur route, parce que la carte se prolonge jusque Versailles, jusqu'après Versailles. Elle passe par le 92, puis va dans le 78,
quasiment en découpant le 78 en deux. Bien évidemment, c'est assez impressionnant dans la mesure où les périmètres de sécurité sont impactants. Pour autant, ça ne veut pas dire que du matin au soir, l'intégralité du périmètre sera activée pour l'ensemble du territoire. Bien évidemment, pour l'épreuve de cyclisme, et c'est une particularité, nous mettrons en place ce dispositif à H-3, c'est-à-dire H-3 heures, avant le passage de l'épreuve. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du passage de l'épreuve, nous mettrons en place ce dispositif pour pouvoir faire en sorte de réduire au maximum les contraintes pour les usagers. Qu'au retour, nous avons quand même la boucle dans Montmartre qui est quand même assez impactante puisque elle prend un secteur du cœur de Paris très touristique, secteur dans lequel les coureurs effectueront plusieurs boucles avant de rejoindre la ligne d'arrivée. Mais nous aurons sur l'ensemble de ce linéaire ce que nous qualifions de points de cisaillement, de manière à permettre la traversée, sous le contrôle des forces de sécurité, la traversée de ces périmètres dans des créneaux sécurisés, c'est-à-dire en dehors de la présence, bien évidemment, des athlètes sur la route. Il est évident, comme on le fait pour le Tour de France d'ailleurs, qu'on ne laisserait pas traverser un camion ou une camionnette à 50 mètres de l'arrivée d'un coureur, etc. Pour l'épreuve de cyclisme, ce qui est rassurant, c'est que nous avons un peloton qui va passer comme le Tour de France, et donc la période d'immobilisation et d'interdiction de transit sera relativement limitée dans le temps, et ça se déroule essentiellement durant les week-ends. L'épreuve suivante, qui est celle de marathon, qui elle aussi va de Paris à Versailles, demi-tour à Versailles et ils reviennent. Le marathon a à peu près les mêmes conséquences, c'est-à-dire avec une activation qui permet, par rapport, on a l'avantage, c'est comme ce n'est pas une boucle, contrairement aux Olympiades précédentes, nous allons avoir le peloton marathon va être assez groupé et nous aurons la possibilité de pouvoir là aussi avoir des points de cisaillement à partir desquels les usagers pourront transiter. Alors bien évidemment pas emprunter le circuit, mais couper, sectionner la partie du parcours pour pouvoir aller du nord au sud et rejoindre leur destination. L'épreuve suivante, alors celle-là, c'est l'épreuve la plus impactante en termes de population, puisque c'est celle de l'épreuve de l'épreuve sur route paralympique, pardon, qui elle est sur 4 communes de Seine-Saint-Denis et qui va se dérouler durant la semaine avec une amplitude d'immobilisation de la voirie qui va être un peu plus conséquente durant des jours de semaine et avec une amplitude de neutralisation un peu plus conséquente de par les caractéristiques du paralympique avec un certain de discipline, puisque selon la nature du handicap, bien évidemment, vous avez différentes catégories d'épreuves et il est évident qu'on ne met pas tout le monde en même temps selon la nature du handicap pour pouvoir donner les mêmes chances à tout le monde de pouvoir gagner leur médaille. Et nous avons ensuite l'épreuve de marathon paralympique qui, elle, là aussi, est une épreuve assez impactante. Mais sur laquelle nous aurons des points de cisaillement et qui permettra quand même de pouvoir faire des lieux de traversée, parce que là, on va de la Seine, du milieu de la Seine-Saint-Denis jusque Paris-Centre, le lieu d'arrivée. Et donc, forcément, nous aurons des points de cisaillement pour pouvoir faire en sorte de garantir certaine fluidité de circulation, même s'il faut rester lucide, ce sera pas, il y aura des retenues de circulation au moment du passage des athlètes. Des athlètes. Et je crois que, et là, alors, et on est presque au bout du PowerPoint, je vous le promets. Petite différence par rapport à l'épreuve sur route que je vous ai présentée tout à l'heure de 270 km, où j'avais un propos qui était très positif dans la mesure où, s'agissant d'un peloton qui va passer, on va pouvoir neutraliser pendant une durée relativement limitée la course, tout en répondant aux normes de l'Union cyclisme internationale. Mais là, nous avons l'épreuve de contre-la-montre cyclisme qui va de Paris-Centre jusque Vincennes et qui revient. Et là, s'agissant d'une course contre la montre,
le principe, c'est que toutes les 2 minutes, vous avez un coureur cycliste qui va passer. Et donc, la réalité des points de cisaillement est à relativiser. Et donc, pour cette épreuve-là, qui elle aussi se déroule un samedi, avec la partie familiarisation qui se déroulera le 24, mais la familiarisation n'aboutit pas à neutraliser tout le parcours, mais l'épreuve se déroulera un samedi. Eh bien, c'est un peu comme ce que l'on connaît déjà à Paris quand on a le marathon, les 20 km, etc. Et il y a une partie de Paris qui est un peu bloquée, sur ce parcours, il sera un peu plus difficile de transiter. Et donc là, on n'aura pas le choix que de passer par l'ouest ou par l'est du périmètre. Cisailler le parcours relèverait un peu de l'utopie. Et si je vous disais que ce sera possible, je vous mentirais parce que ce sera assez difficile de sélectionner cette épreuve cycliste. Et ensuite, nous avons… Alors, et nous finissons par la partie qui intéresse beaucoup de monde, puisque, bien évidemment, c'est la partie qui sera la plus visible dans le monde entier, plus d'1,5 milliard de spectateurs, c'est la partie de la cérémonie. La cérémonie d'ouverture. Mon propos commençait par la menace terroriste et autres. Vous imaginez bien que par rapport à une cérémonie qui va se dérouler sur 6,5 km depuis le pont d'Austerlitz jusqu'à la Tour Eiffel, mais qui englobe également le lieu de stockage des bateaux, de stationnement des bateaux en amont, depuis, pour ceux qui connaissent, le pont au câble jusqu'au pont d'Austerlitz, puis le débarquement des bateaux avec sur 3 zones d'arrivée, compte tenu de la flotte des délégations, qui va de la Tour Eiffel jusqu'à Bir Hakeim inclus. Ça fait un linéaire assez long. Et donc, sur l'ensemble de ce linéaire, il y a un périmètre rouge qui, lui, est infranchissable, mais j'y reviendrai quand même après. Le jour de la cérémonie, il est totalement infranchissable, avec un périmètre bleu qui évite la circulation là aussi de transit, mais c'est surtout une circulation d'approche. Alors, ça, c'est pour le jour de la cérémonie, mais ça, c'est les jours avant, pardon. Alors, ce qui manque sur cette carte, bien évidemment, ce sont les ponts par lesquels nous allons pouvoir, dans les jours qui précèdent le 26 juillet, parce que bien évidemment le dispositif de sécurité sera mis en place quelques jours avant, pour des raisons de lutte contre le terrorisme et d'autres motifs, il sera mis en place quelques jours avant. On ne peut pas imaginer mettre quelques jours avant Paris comme ça sous cloche avec la rive gauche totalement coupée de la rive droite. Donc nous aurons bien évidemment les ponts, le boulevard périphérique, le pont d'Austerlitz qui va fonctionner, le pont Garigliano complètement à gauche, etc. Mais nous allons aussi avoir des traversantes sur ce périmètre. Nous sommes en train d'y travailler avec les services de police de manière à pouvoir intégrer, à la demande de nos autorités supérieures, 3 ou 4 pénétrantes, ce qui permettra d'avoir 3 ou 4 lieux de traversée pour pouvoir aller de la rive gauche à la rive droite et réciproquement durant les jours qui précéderont la cérémonie. Lors de la cérémonie, le périmètre est un tout petit peu plus grand. Vous le constatez sur la partie en haut à gauche, partie nord-ouest. Le périmètre sur le linéaire reste le même, mais il est un tout petit peu plus grand parce que c'est par ces secteurs que vont arriver les 200 dignitaires représentant les pays participants aux Jeux Olympiques et qu'ils emprunteront un certain nombre d'axes qui constituent ce secteur pour pouvoir rejoindre la zone du Trocadéro. Et donc le périmètre sera un tout petit peu plus grand, mais là, ça n'est que la journée du vendredi du vendredi 26 juillet où on sanctuarisera ces secteurs de manière à pouvoir bien évidemment les sécuriser à la hauteur de ce qu'exigent tous les pays qui viennent du monde entier. Voilà, donc par contre ce jour-là, il n'y a plus les traversantes, on va essayer de préserver des traversantes pédestres de manière à ce que des usagers qui viendraient de la rive droite et qui auraient des billets pour aller sur la rive gauche puissent continuer à rejoindre leur place, où ils ont une place payante ou gratuite, ou de la rive gauche vers la rive droite, mais ce seront des traversées exclusivement pédestres et pas en véhicule motorisé le jour du 26 juillet. Voilà, c'est la partie qui est bien évidemment la plus impactante pour la vie parisienne, mais ça concerne le vendredi 26
exclusivement, puisque là, ce sera totalement sanctuarisé. Nous sommes au bout du PowerPoint. Voilà, alors j'ai terminé. Maintenant sur la méthode, et après je donne la parole, puisque je suis là pour répondre aux questions. D'abord sur la méthode. Le préfet de police, tout le monde le connaît, on en parle beaucoup, on le voit régulièrement dans les médias. Le préfet de police a, depuis la rentrée de septembre, demandé à chacun des acteurs, Paris 2024, la ville de Paris, les élus des autres départements, et à nous-mêmes, bien évidemment, en premier lieu, à ce que nous puissions travailler le plus en amont possible avec l'ensemble des acteurs économiques et aussi les habitants, mais en premier lieu les acteurs économiques, pour pouvoir faire en sorte d'informer tous les acteurs, et dont vous êtes ce soir, pour pouvoir, à plus de 200 jours avant l'événement, vous informer de la réalité des choses. Toutes les cartes que l'on vous a montrées ce soir sont d'ores et déjà en ligne sur le site internet de la préfecture de police, de la mairie de Paris, de Paris 2024. Vous avez toutes ces slides qui sont accessibles et vous pouvez zoomer sur les secteurs comme on le fait là, comme on vous l'a présenté ce soir. Et donc, vous pourrez y aller dans les heures ou les jours à venir à votre guise. Il a organisé 8 réunions au cours du mois de décembre. Certains ou certaines d'entre vous ont peut-être d'ailleurs pu y participer. En tout cas, je cite l'UNIS parce que l'UNIS était présente lors de ces réunions. L'enjeu pour nous était de pouvoir essayer, dans tout ce qu'on avait pu recenser, de réunir tous les acteurs de la santé, de l'immobilier, des acteurs économiques, du bâtiment, etc., de manière à pouvoir présenter ces slides et à commencer un dialogue de manière à présenter les périmètres. C'est une première de l'histoire de la préfecture de police où 200 jours, plus de 200 jours avant, on met sur la table, y compris en prenant un certain nombre de risques, puisque le fait de mettre les cartes, ça nous expose un petit peu, mais le préfet de police a fait ce choix de la transparence de manière à ce que tous les acteurs économiques puissent, et les habitants, puissent anticiper au maximum et adapter leur organisation de manière à tenir compte de ces contraintes des Jeux Olympiques en ville. Sur le site internet, vous avez également une foire aux questions. Alors, en fait, la foire aux questions est gérée par la mairie de Paris, mais nous alimentons Paris 2024 et la préfecture de police, nous enrichissons au quotidien cette foire aux questions et nous avons encore pas mal de choses à y intégrer suite aux consultations du mois de décembre. Et vous avez également, et pour finir, un tableau que nous avions appelé au début des ayants droit, mais la formulation était assez tronquée. C'est un tableau qui recense à date les typologies de dérogation que nous pourrions envisager dans les périmètres rouges. Alors, sauf pour la cérémonie que je mets de côté, mais pour tous les autres périmètres sur les sites que j'ai évoqués tout à l'heure, quand on parle du centre de Paris, de l'Arène à la Défense, du site de Seine-Saint-Denis, etc., pour tous ces périmètres rouges, nous avons d'ores et déjà identifié un certain nombre d'acteurs, de typologies de métiers qui font qu'ils peuvent avoir une raison de vouloir intervenir à l'intérieur de ces périmètres rouges, soit de manière programmée, soit de manière non programmée ou non programmable, puisque nous avons M. Bouet qui est présent et qui représente les ascensoristes. Eh bien, il figure parmi les premiers à s'être manifestés pour dire oui, mais nous, on existe et nous, on doit intervenir quand les clients sont coincés dans les ascenseurs, etc. Et preuve en est, c'est qu'on vous a entendu, puisqu'on vous a immédiatement intégré dans la liste de ceux qui sont susceptibles d'avoir une autorisation, une dérogation pour entrer dans le périmètre rouge, puisque par principe, le périmètre rouge est sanctuarisé pour des raisons de sécurité. Mais il est évident que c'est une ville, et donc nous y avons des habitants, des commerçants, que nous avons des habitants qui sont sous oxygène, qui ont besoin de soins, qui ont des repas portés à domicile, que nous avons des immeubles pour lesquels nous avons des ascenseurs, que nous avons des personnels en charge de l'entretien, que nous avons des sociétés qui entrent et qui sortent les containers, etc., etc. Nous avons toutes ces typologies. Alors, il y a des actions, encore une fois, programmées, des actions qui ne sont non programmées. Alors, tout ce qui est programmé,
pourra faire l'objet d'une déclaration en amont dans le principe des laissez-passer digitaux, qui ont suscité quelques polémiques, mais le laissez-passer digital n'est ni plus ni moins que tous les laissez-passer qu'on délivre sur tous les événements qui se déroulent en France dès lors qu'il y a un contrôle d'accès, et avec une déclaration qui sera relativement simple, de manière à pouvoir faciliter l'entrée dans le périmètre rouge, de manière à simplifier l'accès au périmètre rouge, y compris pour les aspects logistiques. Nous avons également travaillé avec un certain nombre d'acteurs de la logistique. Bien évidemment, tous les acteurs que j'évoque ce soir, j'ai bien conscience que ce n'est pas exhaustif parce qu'il y a des centaines, voire milliers d'acteurs qui interviennent sur Paris. Et donc maintenant, notre enjeu, et c'est pour ça ma présence ce soir, c'est de pouvoir démultiplier l'information pour pouvoir faire en sorte que tous les acteurs, petits et grands, aient l'information sur le souci de pouvoir continuer à fonctionner. Parce qu'une entreprise, ce sont des salariés, ce sont des livraisons, ce sont des clients. Et donc, il faut que nous puissions, avec chacun des acteurs, quelle que soit la typologie des métiers, pouvoir faire en sorte que les salariés puissent accéder, que les livreurs puissent accéder au plus près. J'ai bien dit au plus près, ça ne veut pas dire qu'on peut aller jusqu'au bord du site à livrer, hein, ça va dépendre de la localisation parfois des commerces ou des entreprises. Et puis, vous avez des clients qui doivent pouvoir accéder à vos établissements, à vos entreprises, etc. Voilà la réflexion. Nous sommes aujourd'hui à 199 jours avant le début des Jeux Olympiques. Donc, toutes ces informations, encore une fois, en toute transparence, sont totalement accessibles sur le site Internet. Foire aux questions, tableau des dérogations qui, à ce stade, sont envisagées, mais qui ont un caractère potentiellement évolutif. Selon les typologies, quand nous avons un acteur qui se manifeste, quel que soit son statut, et qui justifie, qui nécessite des interventions, il y a le souci de pouvoir faire en sorte d'y répondre dans les meilleures conditions. L'enjeu des 200 jours, des presque 200 jours qui nous restent, c'est aussi de pouvoir anticiper, d'organiser sa vie, son activité, parfois de manière un peu différente. Parce que les sites sur lesquels que nous vous avons présenté ce soir avec Maxime Sassi, que j'ai oublié de vous présenter, qui est mon collaborateur spécialiste de tous ces sujets, et on pourra vous passer nos coordonnées par l'intermédiaire de votre président. Ce qu'on vous a présenté ce soir, bien évidemment, tous les sites ne seront pas activés tous les jours en même temps. Et que, bien évidemment, il est important de pouvoir aller voir sur les slides pour pouvoir aller vérifier la réalité des contraintes qui vont peser sur votre activité selon l'activation de tel ou tel site, selon le secteur dans lequel vous êtes situé. Voilà la démarche, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Merci. Avec le souci vraiment de minimiser les contraintes, mais le recours au télétravail lorsque c'est possible, bien évidemment. Il y a eu des questionnements il y a eu parfois quelques articles sur le sujet. On n'est pas dans le mode confinement. Oui, bien sûr qu'on incite les entreprises qui le peuvent à recourir au télétravail, notamment dans la période de septembre, parce que comme je l'ai dit, la période de juillet-août, c'est une période qui est habituellement un peu creuse en termes de trafic routier, et il y a déjà beaucoup de monde qui est parti en vacances, mais pour la partie paralympique, ça peut être un peu plus compliqué pour les salariés de se déplacer, etc. Donc, quand c'est possible, ça ne sera pas imposé, bien évidemment. Et puis, pour les simples habitants dont je fais partie, eh bien, au lieu de prendre mon rendez-vous chez l'ophtalmo le 7 septembre, non, le 6 septembre, parce que sinon le 7 septembre, ça va être un week-end, le 6 septembre, eh bien, alors même que j'habite dans un secteur où mon spécialiste est dans un secteur qui est impacté, ben, je vais le prendre plutôt le 11 septembre pour éviter d'avoir à me déplacer dans un secteur qui va être sous contrainte. Voilà. Et puis, c'est vrai aussi pour les entreprises avec des programmations possibles de la logistique, des livraisons, etc., où on est en train d'imaginer un certain nombre de dispositifs permettant de pouvoir faire en sorte d'assurer les livraisons. Notre enjeu pour nous, c'est de garder les musées ouverts, les commerces ouverts, les entreprises ouvertes, etc., etc., parce que Paris, avec ses touristes olympiques, c'est aussi Paris qui vit, et avec ses monuments, ses entreprises, ses commerces qui doivent être ouverts. Et le jour de la cérémonie, par exemple, sauf si l'état de la menace venait à évoluer, mais en tout cas, au moment où nous nous parlons, tous les commerces seront ouverts
pour pouvoir, y compris sur l'ensemble du linéaire, de manière à pouvoir faire en sorte de montrer une ville qui vit et non pas une ville avec des rideaux baissés. Voilà, voilà Monsieur le Président, j'ai beaucoup parlé, mais je pense que... Merci de cette transparence et de votre démonstration. Je voulais vraiment laisser dérouler parce que c'était important, sachant que vous venez de dire l'essentiel. L'idée n'est pas que nous soyons à Paris ou sur les autres sites confinés et que la vie s'arrête pendant les JO. C'est tout l'enjeu de cette soirée, c'est que la vie continue, aménagée, ralentie, chacun doit y mettre du sien. Vous avez donné un exemple, effectivement, ce n'est pas le moment qu'on va choisir pour aller consulter, s'il n'y a pas d'urgence, un spécialiste, on peut différer. Et je pense que tous les professionnels représentés ont ça en tête. Pour autant, et la vie des immeubles et les questions du chat que je reçois portent là-dessus, c'est comment va-t-on visiter un appartement qu'on veut louer, qu'on veut acheter, comment va-t-on entretenir, on parle de l'urgence avec Philippe Bouet, on va y revenir. Voilà, ce sont les questions. Alors, je donne la parole à ceux qui représentent les professionnels qui vont devoir continuer à fonctionner, à vivre. Il y a un enjeu économique aussi, bien évidemment, Philippe Servaly l'a dit, sur fond de crise, ce n'est pas le moment pour que les entreprises en bâtiment ou les agences immobilières s'arrêtent de fonctionner. Elles subissent déjà suffisamment d'impact. Donc, je me tourne vers Philippe Servaly pour qu'il ouvre le feu au titre des entreprises en bâtiment, des entreprises tout corps d'État, comme on dit. Alors, les urgences ne sont pas les mêmes, les situations ne sont pas les mêmes. Je compte sur vous, Président, sûrement pour nuancer mon propos un peu rustique, mais quelles sont les interrogations? Est-ce que vous jugez, déjà, on sent qu'il y a beaucoup de transparence de la part du préfet, mais que le dialogue nécessaire, c'est un événement exceptionnel, voilà, on le mesure bien, que le dialogue est bien engagé, qu'il y a l'écoute nécessaire, et puis encore une fois, cette soirée, elle est là pour ça. À vous. Oui, alors merci Président. Alors, je voudrais déjà commencer par remercier le travail effectué et le dialogue qu'on a avec le préfet Nunez et ses équipes, avec le préfet Boulanger. Ça, je tiens à le signaler, c'est vraiment un travail exceptionnel qui est fait d'ailleurs depuis plusieurs mois, il faut le dire. On est sur le pont quasiment depuis maintenant, concrètement, je veux dire, on est dans le concret depuis le mois de septembre, même un peu avant les vacances, les grandes vacances. On aboutit aux cartes que vous venez voir et moi je voudrais vraiment quand même saluer le travail avec la préfecture, le dialogue avec la préfecture et aussi le dialogue avec les élus. On en parlera après. Je crois qu'il y a un vrai besoin et un vrai échange de transparence et je voudrais commencer mes propos par ça. Alors effectivement, tout ça, ça nous inquiète quand même parce que forcément, il y aura des impacts sur l'économie du secteur. C'est pas la peine d'être devin pour le voir. Alors nous, on a identifié 3 phases dans tout ça. Donc le préfet a bien insisté sur l'effet de zone, ce qu'on appelle nous l'effet de site. Les zones, c'est pour nous l'effet de site. Pour nous, c'est la phase 2. Je vais commencer par la phase 1. La phase 1, c'est une phase qui a été déminée, si j'ose dire, un petit peu avec les autorités il y a quelques mois, c'est-à-dire l'avant 15 juin et l'après 15 juin pour le bâtiment. C'est-à-dire, je parle des travaux de rénovation, des travaux d'autorisation d'échafaudage, des travaux de copropriété, voire des travaux neufs. Bon. On a mis au point certaines règles, d'abord avec la ville de Paris et ensuite avec la préfecture, c'est-à-dire avant 15 juin, pas de restriction d'intervention, bon, à part dans des sites évidemment très localisés. Si on est vraiment au cœur, par exemple, d'une future zone SILT, etc., on nous a dit, attendez, là, ça sera peut-être à débattre, mais ça sera du cas par cas. Donc là, on est d'accord, il n'y a aucun souci. Donc c'est avant 15 juin et c'est après 15 juin en nous disant, là, quand même, effectivement, les autorisations vont clairement être beaucoup plus compliquées dans les zones concernées. Donc on en a pris acte. Je dirais qu'aujourd'hui, nos adhérents sur Paris, peut-être qu'il y aura un petit complément de la part des gestionnaires de biens, mais les choses sont globalement satisfaisantes. Voilà, je n'ai pas de retour négatif à part un cas ou deux vraiment très localisé, où il y avait une petite maldonne, d'ailleurs plutôt une incompréhension avec la ville de Paris, mais les choses se font plutôt bien. Le deuxième sujet, c'est l'effet de site, on vient d'en parler, je ne vais pas revenir sur ce que nous a dit le préfet. Effectivement, les choses sont très claires.
La troisième, et là c'est quand même mon inquiétude, il faut quand même en parler, alors on ne l'a pas développé ce soir, et je pense qu'on ne pourra pas parce que les éléments ne sont pas encore complètement connus, c'est la circulation. Hein. C'est les conséquences de ces effets de site sur la circulation, il faut quand même en parler de ça. Parce que effectivement, il va y avoir des activations, des désactivations, là ça sera une de mes questions futures, d'avoir cette temporalité d'activation des zones rouges notamment, hein. Mais ça va avoir des impacts, vous savez très bien que quand il y a une manifestation au cœur de Paris, c'est toute la petite couronne qui se bloque, hein, voire au-delà. Bon, donc là, on va avoir quand même des secteurs assez activés ou en permanence ou sur des temps assez longs, même pendant les phases de montage de ces... Et là, la profession est assez inquiète sur ce domaine-là. La quatrième inquiétude, mais là qui relève plus du domaine un peu psychologique par rapport à nos clients du domaine privé, par rapport à nos copropriétés, par rapport à nos architectes, par rapport même à nos clients publics, c'est qu'aujourd'hui, on a constaté, et malheureusement, hein, une espèce de psychose en disant, nos maîtres d'ouvrage disent « Oh là là, oh les JO, ça va être terrible, voilà, c'est la fin du monde, on verra ça en fin d'année. » Bon. Et là, on a des remontées très concrètes de ça. On a beau expliquer les choses, et je crois que les documents diffusés par la préfecture nous aident beaucoup à faire cette espèce d'apprentissage de nos clients en disant, mais non, quand vous êtes, je ne sais pas, à Nation, quand vous êtes porte de Bagnolet, c'est quoi le sujet des JO? Excusez-moi, mais c'est quoi le sujet des JO? Bon, donc on est en train de faire toute cette pédagogie, et d'ailleurs je pense qu'on va en parler avec les gestionnaires de biens, mais il faut absolument passer ces messages. On a les éléments maintenant concrets de la préfecture depuis quelques semaines, et ça c'est un sujet qu'il faut qu'on parle. Cet aspect psychologique, et d'ailleurs j'en suis un peu contrarié, s'étend à la petite couronne. Moi je suis dans le 93, je vois déjà des villes, des maires qui disent « Oh là là, ça va être la rénovation des écoles, tout ça, oh là là, ça va être programme minimum avec les JO. » Quel rapport? Et là, je crois qu'on a tous, la profession, un message à délivrer avec l'aide des autorités, avec l'aide des préfets, des préfets de département aussi, qui sont là aussi pour relayer ces messages-là. Il n'est pas question d'arrêter l'activité économique du Grand Paris, ou de la ralentir, à part les points chauds qu'on vient d'évoquer. Bon, qu'on accepte bien évidemment, puisque c'est la grandeur de la France et c'est un grand événement qu'on va gérer. Il faut absolument ne pas noyer ces points chauds dans un message général de Capharnaüm, comme on commence à entendre cette petite musique. Voilà, c'est le sujet de l'inquiétude de la profession. Je ne sais pas si mes confrères des autres branches sont dans le même domaine, mais c'est un sujet qui commence à nous inquiéter. Très clair, Président. Alors effectivement, qu'il n'y ait pas de psychose, encore une fois, j'espère que à la fin de ce débat, on aura apporté des remèdes à la psychose dans la filière déjà, et chez les particuliers qui peuvent être tentés de différer. Alors, on rappellera qu'il y a des enjeux, notamment de transition environnementale, de travaux dans les propriétés, voilà, et que c'est le plus mauvais moment pour arrêter l'activité. Elle peut se ralentir, mais certainement pas se bloquer. Donc, c'est très précieux. Je pense que le préfet enregistre les questions. On va continuer. Benjamin, alors, tu as été cité, le métier qui est le tien et que tu représentes à l'UNIS, par exemple, mais bon, il y a un lien très fort aujourd'hui aussi avec la FNAIM, mais on peut dire très largement que les gestionnaires de biens, ça a été désigné, notre métier a été désigné par le président Servalli, sont concernés. Alors, il y a des questions dans le chat. J'ai évoqué les locations, les transactions. On me parle d'Airbnb. Alors, pour ne pas mettre de marque, les locations meublées touristiques qui vont exploser pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est prévu, on le sait. Comment tout ça va se gérer? Voilà, les questions que tu peux te poser. Tu as été cité par le préfet au titre de ton syndicat. Comment tu apprécies le dialogue aujourd'hui pour les métiers que tu représentes? Est-ce que le courant passe bien? Est-ce que les interrogations, tu considères qu'il y ait déjà beaucoup répondu par tout ce qu'a dit le préfet Boulanger? Voilà, à toi. Et ensuite, Philippe Bouet, qui aura été patient, mais il y a toujours un dernier dans une série de questions.
Merci Henri. Je vais rejoindre Philippe sur un point, c'est le dialogue. Avec Monsieur le Préfet, on est très clair, on a été reçu, on a été écouté, on a été entendu, on a travaillé main dans la main dans l'intérêt des adhérents de notre syndicat. On est en cours de signature d'un protocole d'accord qui normera le relais qu'on doit faire auprès de nos adhérents, le relais évidemment d'information, la gestion des urgences et surtout et évidemment la continuité de la gestion des immeubles pour le compte de nos clients. Une fois qu'on a dit ça, évidemment qu'il y a des craintes, que ce soit sur le fait que nos collaborateurs ne puissent plus accéder à certaines sociétés, enfin à leur société elle-même. Alors oui, bien sûr, j'entends le télétravail, oui, j'entends les solutions, on entend tout cela, mais sincèrement, dans la gestion le jour le jour, ça va pas être simple. On parle quand même d'un événement qui va réunir plus de 15 millions de personnes au sein de notre ville et de notre région. On parle d'un événement, 17 jours de compétition. Je ne parle évidemment que des Jeux Olympiques, mais si on additionne les Jeux Paralympiques, eh bien, sauf erreur de ma part, on peut doubler. Tous ces chiffres donnent un peu la nausée aux Parisiens lambda que nous sommes. Et surtout, la continuité de l'exercice de nos professions auquel on doit faire face aussi, le stress de nos clients. Alors, on a évoqué l'accès aux immeubles pour la cérémonie d'ouverture. Prenons ce point qui paraît être si facile et qui est à la fois tellement compliqué à mettre en place. On évoque la mise en place d'un logiciel pour lequel on devra, nous, professionnels, transmettre les éléments pour les interventions qui devront être faites peut-être dans l'urgence. Eh bien, si vous êtes copropriétaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites à 15 jours des JO? Qu'est-ce que vous demandez à votre gestionnaire? De changer le code de l'immeuble. C'est le b.a.-ba. Et nous, étant dans la vraie vie, on doit prévoir, organiser et aussi la sécurisation de nos immeubles. Monsieur le Préfet nous rappelait que sur 6,5 km, on allait avoir une cérémonie d'ouverture. Mais cette cérémonie d'ouverture, au niveau de la sécurisation de nos... excusez-moi. Pardon, j'ai un problème. Excusez-moi, un appel pendant la conférence, ça ne devrait pas arriver, excusez-moi. Du coup, effectivement, nos copropriétaires s'interrogent sur la sécurisation de leurs bâtiments. Et ça va être effectivement un problème récurrent et un problème dont les professionnels vont devoir faire face. Voilà les enjeux effectivement principaux que nous avons relevés. Mais encore une fois, on a un dialogue, on a des solutions. Est-ce que ça va satisfaire tous les professionnels, tous nos clients? Je ne suis pas certain, mais en tout cas, on est optimiste pour vivre l'événement que Paris mérite, c'est-à-dire un événement incroyable. En fait, ce n'est pas contradictoire. Le fait qu'on ait besoin de s'organiser n'est pas contradictoire avec l'envie d'avoir un événement qui aura un retentissement international. Mais on l'espère en pouvant laisser les professionnels travailler et en toute sécurité. Benjamin, je poserai la même question à Philippe Bouet. Le lien sera fait naturellement. On parlait tout à l'heure du télétravail. On va parler des entreprises immobilières, des entreprises de gestion. Alors, je ne pose pas la question à Philippe Servali parce que quelqu'un qui va devoir intervenir pour faire des travaux, les entreprises sous corps d'État ne vont pas intervenir grâce au digital. Mais dans l'univers de la gestion, et on a connu le confinement, on ne veut pas de confinement JO, mais il y a eu un confinement sanitaire.
Et là, tout d'un coup, la profession des gestionnaires, des transactionnaires, a mis à profit le digital. On a fait des visites virtuelles quand on ne pouvait pas faire des visites réelles. On a fait de la gestion à distance, des réunions à distance. Est-ce que le digital va être un élément de réponse? Tu parlais des collaborateurs des cabinets de gestion immobilière, des agences immobilières, au service des clients. Est-ce que le digital va être une forme de réponse? Quelles sont les limites de cette réponse-là? Mais est-ce que déjà c'est dans les esprits? Alors, évidemment que oui. On a appris à vivre comme ça. Mais depuis quelque temps, depuis maintenant 1 an, tous les professionnels en reviennent du télétravail. Et pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une unité d'entreprise. Alors, l'unité d'entreprise, c'est effectivement d'avoir ses collaborateurs auprès de soi. Bon, bien, la nécessité fait loi. Bien sûr que sur les 17 jours, bien sûr que sur les 3 jours de cérémonie d'inauguration, monsieur le préfet nous a avertis, nous a dit les accès seront extrêmement compliqués, vous ne pourrez pas accéder, donc ça va être 3 jours en vase clos. Clairement. Oui, on n'aura pas le choix de faire du télétravail à ce moment-là, et les professionnels en ont conscience. Cependant, on a des collaborateurs, on n'est pas des intervenants comme effectivement, comme tu le citais, comme un plombier ou un électricien, mais pour autant, nous, on a besoin d'être au bureau pour être le plus opérationnel possible. Et donc, on va faire des efforts, mais on ne pourra pas faire tous les efforts. Ça veut dire qu'il faudra aussi comprendre que on aura besoin d'avoir accès à nos bureaux. Alors, certains professionnels parlaient de chômage partiel. On n'en est pas là. Mais c'est vrai que le sujet se pose pour des activités autres que les nôtres. J'évoque un dernier sujet, c'est nos gardiennes. Les gardiennes prennent dans 80% du temps leur congé au mois d'août. Nous n'avons aucun moyen de leur interdire leur congé. Donc, ça veut dire qu'on va avoir en place des organisateurs de nos immeubles, des aides qui ne connaîtront pas forcément, soit c'est des sociétés, connaîtront pas, les intervenants ne connaîtront pas les immeubles, soit c'est des remplaçants qui découvriront l'immeuble pour la première fois, soit c'est des remplaçants habitués. Le seul cas qui nous arrange, c'est de prendre un remplaçant qui connaît parfaitement l'immeuble. Et dernier point, tu évoquais Airbnb. Airbnb doit être au cœur des préoccupations. Quand j'entends la mairie de Paris nous faire part du fait qu'ils seront plus souples dans l'exercice illégal de la location d'un bien pour un particulier, je suis inquiet à 2 titres. 1, on ne peut pas accepter d'enfreindre la loi. 2, comment, au niveau de la sécurité pour la cérémonie d'ouverture, on va pouvoir sécuriser des appartements dans lesquels on ne sait pas qui sera locataire, parce que Airbnb ne donne aucune information. Aujourd'hui, vous demandez à un professionnel qui vit dans un immeuble ou dans un appartement, il est capable de vous donner un nom, un prénom, un numéro de téléphone. Demain matin, avec la location Airbnb, on sera incapable de rien. Et le problème des balcons. Et alors, et merci Philippe, j'avais évoqué le sujet des balcons. Pour la cérémonie d'ouverture, vous savez que nous, on a une réelle crainte, nous professionnels, c'est que la sécurisation des balcons. Nous aussi. Parce que ces balcons ne sont pas faits pour accueillir 40 personnes qui seront accolées les uns aux autres pour aller voir le bateau de leur nation, de la nation qu'ils attendent. Donc, comprenons que pour chaque personne qui aura loué très cher un appartement pour vivre cet événement, il y invitera beaucoup de monde
pour y assister, pour être le plus nombreux à y assister. Oui, et pour que voire sans enjeu financier, mais simplement parce que on pourra faire profiter, y compris des amis, sans enjeu financier. Mais en tout non, cas, c'est pas l'enjeu. Absolument, Oui. absolument. Aucun enjeu financier là-dedans. Juste vouloir vivre ce moment à plusieurs. Bien sûr. C'est une fête. Et donc ça, on est inquiet parce que si demain matin, on n'arrive pas à maîtriser l'accès aux appartements et surtout le nombre de personnes, eh bien, s'il y a un incident, qui en sera responsable? Alors, on parle effectivement de responsabilité, y compris pénale, hein, du syndic de copropriété ou des entreprises en bâtiment. Philippe Boué, c'est vrai qu'on a souhaité, bien que le président Servalli représente toute la filière, avoir une représentation de professionnels dont les problématiques sont particulières. Hein. Je les évoquais dès le début. La notion d'urgence dans l'univers des ascenseurs est particulière. Benjamin citait les plombiers, les couvreurs. C'est sans doute le deuxième corps de métier concerné d'une manière plus forte par toutes ces interdictions et ces obligations d'arriver à travailler. Alors, ton regard, les problématiques spécifiques liées à ton activité, à ton métier. Et puis, un clin d'œil, je précise qu'il y a 2 ingénieurs ESTP dans ce débat. Tu en fais partie, et Philippe Servalli aussi. Voilà, donc vous êtes 2 camarades. On n'a pas dans tous les débats du cercle 2 ingénieurs ESTP, je le dis. À toi. Parfait. Merci Henri de me donner la parole. Tout d'abord, je voudrais remercier le préfet Boulanger pour la clarté de ses propos et en tout cas de se livrer aussi à ce débat parce que j'imagine que le nombre de problématiques, surtout en fin de journée, s'accumule. Alors, on va essayer de trouver peut-être aussi des solutions ensemble. Vous l'avez cité, les ascensoristes ont été identifiés effectivement puisque à tout moment, un de nos techniciens de maintenance peut se transformer en urgentiste dans la journée pour aller peut-être débloquer une personne dans un ascenseur ou tout simplement remettre en service un ascenseur. Et je voudrais faire un petit retour en arrière. C'était juste après le premier week-end du premier confinement, le ministre du Logement de l'époque, le ministre de Normandie, nous a convoqués à Fédération des Ascenseurs avec Enedis, avec l'eau, pour nous dire messieurs, mesdames, mais c'était surtout messieurs, j'ai besoin de vous, c'est une condition sine qua non pour le maintien des populations à domicile. Et je crois que notre profession et d'autres professions ont répondu présentes. Eh bien, voilà, aujourd'hui, on aimerait aussi le retour d'appareil, c'est-à-dire qu'on demande, c'est très simple, c'est de pouvoir circuler, accéder pour cette mission qui est quasiment d'utilité publique, de service public. Henri, tu le rappelais aussi, ma responsabilité pénale, bien sûr, mais avant, c'est le bien-être et c'est de tous les citoyens. Alors, je crois, et aussi, je voudrais saluer, je crois qu'au nom de tous mes camarades et collègues, effectivement, 200 jours à l'avance, on a des plans, on sait, on peut, je pense, pouvoir s'organiser. Effectivement, on était un peu impatient peut-être depuis l'été jusqu'à cet hiver, mais maintenant c'est arrivé. Et juste avant Noël, donc nous avons eu l'information qu'il y aurait soit des QR codes, une accréditation. Donc voilà, c'est la bonne chose à faire et nous sommes du coup assez rassurés. Effectivement, on ne mesure pas. Peut-être que pour les jours très précis, la cérémonie, etc., on a l'habitude, bien sûr, notre profession, notamment avec nos clients, lorsque ce sont des sites, bien entendu, des ascenseurs, on ne sait pas uniquement dans des bâtiments résidentiels, c'est aussi dans des gares, de la RATP, de la SNCF, des grandes arènes de spectacles. Et en général, nos clients nous commandent une prestation avec des techniciens qui seraient de permanence. Donc, on peut s'organiser quand c'est effectivement très ponctuel. Mais comme Philippe Servalli l'a aussi évoqué, en fait, c'est une période très, très, très longue qui inquiète beaucoup nos membres, nos sociétés de maintenance d'ascenseurs, puisque comment on va circuler notamment, et ça, c'est dans les zones, bien sûr, bleu-rouge, on va réussir à s'organiser avec des accréditations, mais c'est les accès. Et effectivement, il n'est pas aucune de nos sociétés ne veut soit du chômage partiel ou s'arrêter de travailler. On veut juste bien sûr faire notre travail comme tous les professionnels, faire notre travail et rendre service à nos clients. Il y a beaucoup d'inquiétudes effectivement sur cette période qui commence très en amont, qui vont réduire le trafic.
Et alors avec la ville de Paris, ça fait des années que, par exemple, lorsqu'il y a la journée sans voiture, nous n'avons pas réussi à obtenir tout bêtement un pass comme un peu urgentiste. Alors évidemment, j'imagine que la liste est longue des professionnels qui demandent un tel pass. On est capable, nous, nos sociétés, de réduire aussi le nombre d'accréditations. On pourrait même aussi jouer le jeu avec des voitures électriques, si ça peut favoriser le message. On est prêt à, peut-être pas des 2 roues, parce qu'on a des questions de sécurité, on est assez sensible sur ces questions-là. Mais voilà, je crois qu'il faut un peu de fluidité dans ce processus et ces accès-là. Et puis une question un peu, pas bête et technique, mais c'est que mes techniciens ne sont pas des magiciens et pour dépanner, ils ont besoin d'une caisse à outils. Et beaucoup d'outils par destination peut être aussi un problème pour vous, monsieur le préfet. Est-ce que vous avez réfléchi? J'imagine que oui. Comment vous allez aborder la fouille? Et parce que mon technicien, avec sa caisse à outils, avec un tournevis, un marteau et d'autres outils, vont être refoulés. Et il ne saura pas intervenir sans. Alors, voilà, les questions très concrètes. J'en ajoute une avant que M. le Préfet réagisse là, Oui. aux questions qui ont été posées par vous trois. Le digital, alors j'ai posé la question à Benjamin Darmouni, je ne l'ai pas posé à Philippe Sarvaly pour des raisons qui me paraissaient évidentes, mais s'agissant des ascensoristes, on sait que vous avez beaucoup travaillé sur l'innovation digitale pour la télédétection des pannes, le téléentretien, le télédépannage. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces innovations vont être très précieuses dans une période où se déplacer devra être économisé le plus possible pour les techniciens des entreprises de ton syndicat? Eh bien, Henri, j'aimerais te répondre oui et qu'on va faire de larges progrès. Malheureusement, ça ne va pas être à l'échelle. La connectivité des ascenseurs, c'est le cas pour les ascenseurs neufs, mais il y a tout le parc existant et qui n'est pas forcément connecté. On ne fait pas de téléentretien encore, Henri. De la télédétection, on peut effectivement identifier un ascenseur qui serait à l'arrêt, on a un certain nombre de symptômes, on peut déjà anticiper. Malheureusement, pas de téléentretien, il va falloir une intervention physique. On peut remettre à distance quelques ascenseurs, mais alors là, en plus, on parle du Paris historique, et donc, eh bien, c'est pas là où les ascenseurs sont les plus récents. Voilà. Dans des bâtiments, bien sûr, tertiaires, dans des gares, dans des choses comme ça, oui, il peut y avoir, mais ça ne va pas être à l'échelle. Et en tout cas, on ne va pas compter là-dessus. Alors, merci beaucoup. Monsieur le Préfet, voilà, il y a eu des questions, des satisfaits aussi. Moi, je le souligne parce que le travail de dialogue, d'information avancée que vous avez fait avec le préfet de police, je pense que vos collègues, d'ailleurs, on parle de Paris, aujourd'hui, c'est le site dominant. Encore une fois, il y a d'autres sites en France. Je pense que vous avez des collègues qui ont fait ce travail-là aussi. Bon, il est salué. Pour autant, il reste quelques questions. Je vous laisse y réagir. Alors, Monsieur le Président, vraiment, on tient d'abord à remercier pour la qualité et la nature des interventions de chacune des personnes qui sont intervenues, parce qu'elle est dans l'esprit de ce que nous attendons collectivement pour notre pays, pour les Jeux Olympiques, c'est-à-dire une tonalité positive et voir plutôt le verre à moitié plein que voir le verre à moitié vide. Et donc, merci beaucoup, parce que, bien évidemment, sans nier les contraintes, puisque j'en ai listé quelques-unes, sans nier les contraintes qui sont réelles par rapport à un événement de cette nature qu'encore une fois on accueille une fois par siècle, et malheureusement on n'aura pas l'occasion de la revivre une deuxième fois. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt pour autant pour dire que nous allons être confrontés à un certain nombre de difficultés, notamment celles liées à la circulation, et d'où le fait que tout à l'heure mon propos par rapport au télétravail, pour quand c'est possible de pouvoir le mettre en place. Un certain nombre d'entreprises y ont recours, ce n'est pas toujours possible, ça en a ses limites, comme l'a rappelé monsieur Darmouni. Il y a aussi une volonté pour un certain nombre d'entreprises d'avoir les équipes à proximité. C'est aussi mon cas, donc je ne vais pas aller à l'encontre de monsieur Darmouni, puisque le télétravail, oui, mais pas tout le temps. Mais en tout cas, encore merci pour le côté très positif des choses. Et c'est tout l'enjeu des 199 jours qui nous restent à faire ensemble. C'est-à-dire que ce soir, on va se quitter avec un certain nombre de questions
qui n'auront pas été posées ou pour lesquelles je n'aurai pas la réponse. Je reprends l'exemple des phases de montage et de démontage. Plutôt que de vous donner une information tronquée, je préfère vous dire que dès lors que Paris 2024 aura fini sa copie, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, c'est une affaire de jours, elle sera mise en ligne avec toutes les informations liées aux impacts totalement dépendants des phases de montage et de démontage. Moi, j'ai entendu parler de chômage partiel, etc. C'est surtout ce à quoi il ne faut pas qu'on parvienne, quoi. Oui, parce que c'est envoyer une image très négative de cet événement sur l'ensemble des personnes qui ont à travailler, et il nous appartient de pouvoir trouver les solutions les plus adaptées possibles à chacune des difficultés. Je prends l'exemple des visites des logements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même dans les périmètres rouges, c'est-à-dire les périmètres qui sont le plus accolés au site olympique, ces périmètres resteront accessibles à pied ou en vélo. C'est-à-dire que quand bien même un collaborateur doit effectuer une visite d'appartement dans une zone rouge en plein cœur du réacteur, entre guillemets, eh bien, rien n'empêche de se stationner à la limite immédiate de la zone rouge pour pouvoir, avec son ou ses clients, aller procéder à la visite du logement sans la moindre contrainte possible, puisqu'en zone rouge, il n'y a pas de contrôle de sûreté pour pouvoir accéder à ces secteurs. On parle du métro, monsieur le préfet, juste une parenthèse, parce que c'est dans les questions du chat. Accès aux entrées de métro, de RER, quelle régulation là-dessus? Je veux visiter un logement, mon agent immobilier lui-même peut emprunter le métro, vous l'avez dit, il peut utiliser les mobilités douces, il peut être piéton, il peut utiliser le métro. Est-ce qu'il va y avoir des fermetures d'accès au métro RER, ou est-ce qu'on va pouvoir, comme les Parisiens et les Franciliens en ont l'habitude, utiliser ce réseau? Alors, dans un dossier Paris 2024 qui se voulait justement écologique, on aurait du mal à vous dire que tout le métro va être fermé. Donc, pour la durée des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, la totalité, je passe sous le contrôle de Maxime, la totalité des stations seront ouvertes. On avait encore des discussions avec le président de la RATP, pas plus tard que la semaine dernière, notamment sur la porte de Versailles, sur un certain nombre de points. Les stations de métro, toutes les stations fonctionneront à l'exception de 3, avec les Tuileries, la Concorde et Charles de Gaulle Clémenceau. Champs-Élysées Clémenceau. Donc ces 3 stations seront fermées puisque en fait elles transitent sous la place de la Concorde avec le site sensible juste au-dessus. Donc pour des raisons de sécurité, ces 3 seules stations seront fermées durant l'intégralité des Jeux Olympiques. Mais que les Jeux Olympiques, puisque en dehors de la cérémonie d'ouverture, le site de la place de la Concorde ne sera pas utilisé pour les Paralympiques. Donc en dehors du 28 août où il y aura la cérémonie d'ouverture, les stations seront réouvertes juste après la cérémonie d'ouverture paralympique. Donc en revanche, je mets quelques réserves sur la partie cérémonie d'ouverture, puisque durant la période de cérémonie d'ouverture, compte tenu de la mise en place du dispositif de sécurité, pour tous ceux qui connaissent Paris bien mieux que moi, et vous êtes nombreux, vous n'aura pas échappé que la ligne RERC longe totalement, est totalement intégrée au périmètre SILT, donc il nous faut encore travailler sur le sujet, et que nous avons ponctuellement quelques stations qui pourraient être fermées, soit à la demande des autorités de police parce qu'elles sont dans le périmètre, mais elles ne sont pas nombreuses. Je pense à quelques stations de Châtelet-Les Halles qui donnent directement sur la place du Châtelet, etc. Mais la station pour autant ne sera pas fermée puisqu'il y a d'autres accès. Et puis, le jour de la cérémonie, on pourrait avoir le long du parcours des dignitaires, des représentants des différents États. Il pourrait y avoir par-ci par-là quelques stations qui seraient fermées par mesure de sécurité, mais ça reste encore à confirmer, mais elles seront peu nombreuses. Et enfin, la RATP, pour des raisons de sécurité, fermera très probablement ces stations aux abords immédiats de là où on va accueillir les personnes qui vont assister soit sur les quais-bas avec un billet payant, soit sur les quais-hauts avec un billet gratuit. Donc ça fait quelques centaines de milliers de personnes quand même. Pour des raisons de sécurité, la première station toute proche de ce périmètre
sera très probablement fermée de manière à inviter les usagers à aller un peu plus loin. Mais encore une fois, là, ça concernera que la journée du 26 juillet et pas les autres jours pour des raisons capacitaires, la RATP. Et nous travaillons avec la RATP pour essayer de limiter autant que faire se peut la liste des stations qu'elle souhaite fermer pour des raisons de sécurité, mais ça nécessite que nous mettions des policiers et des gendarmes pour mettre en place ce qu'on appelle des clapets, c'est-à-dire retenir en surface les usagers de manière à injecter dans les stations de métro le nombre de personnes que la station est compatible d'accueillir pour ne pas mettre le public en difficulté, pas avoir de mouvement de foule sur les quais. Donc ça reste encore à confirmer, mais les travaux que nous menons avec la RATP me font penser que d'ici au maximum la fin de ce mois, je dis bien au maximum la fin de ce mois, la situation des stations ouvertes, mais en tout cas les transports en commun seront accessibles. La circulation, ce sera une difficulté parce qu'on ne peut pas, on est en ville, on connaît déjà les conditions de circulation à Paris comme dans les autres grandes villes des grandes capitales du monde, donc c'est toujours un peu compliqué, que nous allons mobiliser 2 personnels de chez moi qui, 24 heures sur 24, actualiseront Waze et Citymapper. Alors Waze, c'est pour la circulation sur la route, Citymapper, c'est pour les transports collectifs. C'est de pouvoir donner de l'information en temps réel sur les conditions de circulation de manière à pouvoir se déplacer d'un point A à un point B dans les meilleures conditions. Très clair. Sur la gestion des urgences, il est évident que nous allons mettre en place un système de déclaration préalable qui est un moyen pour nous de savoir qui nous allons avoir à l'intérieur, les locataires, les propriétaires, les commerçants, les salariés, etc., et ceux qui vont entrer à l'intérieur du périmètre de sécurité de la cérémonie. Mais, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Bouet, mais aussi M. Darmoni, il y a des situations d'urgence que l'on ne peut pas prévoir. Le plombier qui vient parce qu'il y a une fuite dans la salle de bain au 4e étage, l'ascenseur qui est en panne, etc., etc. Ça, on peut. Alors, en revanche, on peut travailler, comme l'a proposé M. Bouet, sur l'identification d'un certain nombre de personnes qui, selon les jours, pourraient être, entre guillemets, accréditées, se voir délivrer un QR code de manière à pouvoir accéder plus facilement à ce secteur, rappelant qu'on est vraiment sur le secteur de la cérémonie et que ça va durer que quelques jours au maximum. Donc, on est disposé, bien évidemment, à y travailler de manière à faciliter pour l'intervention des urgences. Le plombier, les caisses à outils, etc., bien sûr que c'est un problème, bien sûr. Mais pour la cérémonie, nous avons prévu de mettre en place sur l'ensemble du linéaire, c'est-à-dire 2 fois 6,5 km, un corridor résident, c'est-à-dire que les titulaires d'un billet gratuit ou les titulaires des billets payants n'emprunteront pas le même circuit que les résidents. Nous avons une obligation de permettre aux résidents de rentrer chez eux. Ça veut dire qu'il y aura un corridor qui permettra de rentrer à leur résidence sans contrôle de sûreté, etc. Ils rentreront dans le corridor et ils pourront rejoindre leur domicile, etc. Et bien évidemment, le plombier, le chauffagiste, l'ascensoriste, etc. pourra rentrer, modulo le fait qu'il ouvre sa caisse devant les forces de police. Bien sûr. À outils, etc. Mais tout ça, nous l'avons intégré, mais on est bien évidemment encore ouvert à l'idée de travailler avec vous parce que ces aspects doivent être pris en compte. Et nous, on a aussi besoin de vous. Vous avez évoqué les balcons, c'est pour nous une difficulté. C'est un des points que nous avons abordé lorsque nous avons rencontré les dirigeants de l'UNIS. C'est que, par exemple, les balcons, nous partageons cette préoccupation de 20 ou 30 personnes qui se mettraient sur un balcon qui peut en accueillir que 10 et qui viendraient à s'effondrer au moment même où on est en train de faire la fête en dessous. Sauf qu'en droit, nous, puissance publique, nous n'avons aucun moyen de pouvoir proscrire, de limiter le nombre de personnes par balcon sur l'appartement, etc. Et donc, nous avons besoin de vous pour pouvoir relayer auprès de vos adhérents, auprès des propriétaires, des syndics, etc., le fait par des affichages, par du boitage, etc., de pouvoir sensibiliser les personnes sur le fait que s'ils invitent 20 personnes dans leur appartement pour faire la fête, et c'est un événement populaire, eh ben, c'est que concomitamment, il n'y a pas plus que 5 ou 6 personnes, etc. Et nous avons besoin de vous pour ça. Nous avons aussi besoin de vous, par exemple, pour la sortie des containers. Je sais que c'est compliqué, on a eu l'occasion déjà d'échanger sur le sujet.
parce que pendant les quelques jours où le périmètre de la cérémonie ou sur les autres périmètres, on ne va pas pouvoir laisser les containers à l'intérieur des immeubles avec le risque pour nous d'avoir un incendie de cage d'escalier ou je ne sais quoi, comme malheureusement on a à le connaître de temps en temps à Paris ou ailleurs. Donc on a besoin de vous pour pouvoir travailler jour après jour, un peu parfois à des adaptations d'horaire, où au lieu de sortir les containers à 6 heures le matin, il faudra peut-être les sortir plutôt à 10 heures, parce qu'il faut que nous puissions nous caler avec la ville de Paris pour connaître les horaires de passage exacts, site par site et jour par jour, du ramassage, de la collecte des déchets ménagers, de manière à pouvoir faire en sorte de le gérer le mieux possible. Ensuite, il a été évoqué par M. Servalli la problématique des travaux. Comme vous avez pu le constater, par rapport à vos donneurs d'ordre, par rapport à ceux qui ont des chantiers à réaliser, quand on leur met la carte sous les yeux de ce que seront les emprises olympiques à l'échelle de l'agglomération, familièrement, c'est peanuts. Enfin, c'est rien à l'échelle de l'agglomération. C'est quelques petites tâches dans lesquelles ça va être un peu compliqué, mais partout ailleurs, les chantiers sont possibles. Partout ailleurs, les chantiers sont possibles. Par ailleurs, même si la stratégie n'est pas complètement encore arrêtée par le préfet de police, il va de soi que dans les zones bleues qui vous ont été présentées, les travaux n'ont pas d'impact. Encore une fois, ça restreint encore plus le champ, parce que si on vous faisait une carte où on n'apparaisse que les zones grises et les zones rouges, il n'y a quasiment plus rien sur la carte. C'est des petits points. Et après, reste le problématique des travaux dans la zone rouge. Et là, ce soir, j'ai l'obligation d'être devant vous sans avoir la réponse définitive à pouvoir vous apporter, parce qu'on est en discussion avec la mairie de Paris, on est en discussion avec les services de police qui auront en charge la responsabilité des sites, etc., en distinguant les travaux qui ont un impact sur la voie publique, c'est-à-dire il y a un échafaudage, il y a une cabane de chantier, et les travaux qui n'ont aucun impact sur la voie publique, des travaux de peinture, de plomberie, etc., qui font que le matin, on apporte ses tuyaux en cuivre ou ses pots de peinture et on travaille à l'intérieur du bâtiment, ça n'a aucune incidence sur la voie publique. Il y a différentes écoles, la position n'est pas encore arrêtée. L'enjeu pour nous est de permettre d'assurer la continuité d'activité d'un maximum d'acteurs. Donc, on essaye de faire en sorte de pouvoir avancer assez vite. Ce qui est clair, c'est les emprises de chantier dans les zones rouges sur la voie publique. Là, c'est compliqué parce qu'on aura soit des rues par lesquelles le public va transiter, et donc ça constitue une difficulté. Et dans les rues par lesquelles le public n'accédera pas, mais qui sont situées dans les zones rouges, on va avoir énormément de stationnements, des forces de sécurité, de dispositifs, de broadcast, comment ça s'appelle, tout ce qui est lié aux médias, etc., pour Paris 2024, etc., en périphérie. Donc, dans les zones rouges, les espaces de stationnement vont être assez neutralisés, et donc les emprises de chantier sur la voie publique, il faut partir du principe qu'il ne peut pas y en avoir. Si on peut trouver du cas par cas, on le fera. On est ouvert, parce que vous pouvez avoir des chantiers qui sont commencés, vous pouvez avoir des chantiers pour lesquels c'est impératif, pour des raisons de sécurité, un balcon qui menace, dans mes anciennes fonctions, je traitais le péril à Paris, eh bien, c'est clair que le balcon qui menace de tomber en zone rouge nécessite que pendant une journée, 2 jours, on monte un échafaudage, qu'on puisse mettre en sécurité un balcon, etc. Et donc, on sera au cas par cas à travailler. Mais il me reste à revenir vers vous pour vous apporter la réponse des chantiers qui n'ont pas d'emprise sur la voie publique dans le périmètre rouge et qui pourraient nécessiter le fait que la camionnette le matin dépose les salariés, livre le matériel, dépose le matériel, les sacs de plâtre, le ciment, les tuyaux de cuivre, etc. Je bricole un petit peu dans mes week-ends, donc j'ai conscience que je n'ai pas envie de les porter pendant 1 kilomètre, mais on va essayer de faire en sorte de pouvoir vous apporter une réponse très précise de manière à ce que vous n'ayez pas dans les périodes concernées par les Jeux Olympiques cette contrainte supplémentaire qui pèse sur vos épaules. Voilà. Et puis pour tout, je termine sur la problématique des urgences. Dans les urgences, bien évidemment, nous, dans notre raisonnement côté préfecture de police, quand on parle des urgences, on pense au SAMU, aux pompiers, à la police, etc. Mais nous ne pouvons pas ignorer toutes les urgences
qui interviennent au domicile des particuliers. Ça va bien évidemment du domaine du soin, le médecin, SOS médecin, l'infirmière à domicile. Il y a toute cette partie de soins qui ne peut pas être programmée, et qui devront pour autant accéder, avec là aussi des problématiques de responsabilité pénale, parce que si on interdisait à quelqu'un, à SOS médecin, d'accéder à un bâtiment, nous pourrions, préfet de police, moi-même, être mis en cause sur le fait d'avoir interdit de porter secours à une personne, mais dans l'urgence, j'y intègre bien évidemment, je l'ai dit plusieurs fois, mais les ascensoristes, mais il y a Enedis, il y a GRDF, il y a toute une série d'acteurs. Nous sommes en train d'intégrer au fur et à mesure de notre liste, et c'est là où, par votre réseau et votre immense réseau que j'ai découvert aujourd'hui, ça peut nous être utile pour pouvoir compléter le tableau des dérogations, dès lors que, bien évidemment, on est en capacité de justifier qu'on doit se rendre 7 rue Bonaparte pour aller dépanner un ascenseur. On a toujours une trace, un appel, un message, un mail, etc., qui peut permettre de démontrer et permettre de faciliter l'accès et à votre technicien et à la voiture s'il y a du matériel à emporter, bien évidemment. Voilà. Alors, merci beaucoup. Vous avez répondu par anticipation à beaucoup de questions du chat. Il y en a eu beaucoup, mais votre propos a été très appliqué, comme celui des représentants professionnels qui vous ont posé des questions. Alors, on me demande, est-ce qu'il existe un site internet où on peut poser toutes les questions concrètes? C'est-à-dire ceux qui ne sont pas satisfaits par tout ce qui a été évoqué ce soir. Est-ce qu'il y a un chat de la préfecture de police? Voilà. Est-ce qu'il y a une façon de vous interroger? Est-ce qu'il faut passer par les organisations professionnelles? Elles ont des représentants qui sont là. Quelle est la façon de faire, monsieur le préfet? Monsieur le Président, comme vous avez un réseau très efficace, ce que je vous propose, c'est que je vous enverrai dès ce soir l'adresse mail, une adresse mail, en rappelant nos coordonnées de Maxime et Sassy et de moi-même. Alors, il faut privilégier l'adresse mail parce que l'adresse mail c'est une adresse fonctionnelle. Nous, je ne veux pas dire qu'on n'est pas moderne dans l'administration, mais pour des raisons de sécurité numérique, nous n'avons pas le droit au chat. Donc voilà, nous sommes interdits au chat. Mais alors, Maxime me dit qu'il est capable de la noter pour la faire. Mais on vous l'enverra par mail parce que c'est de manière à la relayer. Pas de problème, et elle sera accessible sur notre site. Et si vous pouvez la mettre en ligne, etc. Mais nous, clairement, j'espère que c'est le message qu'on aura essayé de faire passer, qu'on sera parvenu à faire passer ce soir. Et pour celles et ceux qui ont participé aux réunions présidées par le préfet de police, c'était le même message. On s'inscrit vraiment dans l'esprit qu'il impulse. Tout à fait. Nous, notre volonté, c'est d'amener aux professionnels un maximum de réponses. On sera disponible, on vous répondra le samedi, on vous répondra le soir à 23h30. J'ai encore là, par exemple, deux réponses à apporter ce soir à 2 professionnels de l'hôtellerie pour ne rien vous cacher. On a aussi des réponses très particulières, parfois pas très particulières, très ciblées plutôt, pour être sur des mots plus adaptés. On a une réunion à organiser avec la préfecture de région Île-de-France sur tout ce qui est l'action en direction des publics vulnérables, parce que pendant les Jeux Olympiques, eh bien, les personnes vulnérables demeurent vulnérables et que servir des repas, apporter de l'assistance de jour comme de nuit, etc., doit continuer et il nous faut travailler avec eux du comment ils travaillent pour vous donner un peu le caractère un peu 360 degrés de notre action. Nous, à partir de ce soir, l'ensemble de vos adhérents est en capacité de pouvoir nous saisir d'une question très précise et de pouvoir, alors ça peut passer si vous souhaitez par votre intermédiaire, etc., mais ma crainte c'est que vous soyez un peu noyés sous les mails et clairement devant vous tous collectivement, avec Maxime, nous prenons l'engagement d'apporter une réponse à tout le monde, à tous ceux qui vont nous saisir, une réponse la plus adaptée possible. Nous ne sommes pas le Père Noël, on n'est pas dans le monde des bisounours, vous êtes des professionnels, vous êtes des hommes et des femmes responsables. On n'est pas dans un monde idéal, on sait bien que les Jeux Olympiques en ville, ça apporte un certain nombre de contraintes qui nécessitent que nous nous adaptions collectivement. Et donc, nous ne pourrons pas dire oui à tout ce qui nous sera demandé. Mais en tout cas, si ce n'est pas oui, ce qu'on veut, c'est éviter que ce soit un non sec. Bien sûr. Si ce n'est pas un oui, il faut que ce soit un oui, mais avec telle ou telle condition. Vous déposez votre camion là et vous finissez à pied. On est en train de travailler avec toute une série de sociétés de logistique et ils nous font des propositions très concrètes de logistique et de livraison de colis à Paris. Eh bien, ce n'est pas un non, ce n'est pas un oui ferme, mais c'est un oui avec des conditions et ça permet de répondre
à la demande qui est exprimée par chacun des professionnels, parce que vous avez toutes et tous des activités très diverses, et dans une soirée ne suffirait pas à pouvoir répondre à toutes les questions posées par vos adhérents. Alors écoutez, moi déjà, je veux vous remercier au nom du cercle et sans doute aussi des autres débatteurs. Tout ça est très concret, très transparent et très pragmatique. On n'a pas de réponse à tout, mais vous avez enregistré des questions, vous avez répondu à beaucoup d'entre elles. Alors pour faire sourire, on me demande aussi qu'est-ce qu'il en est des verbalisations, est-ce qu'il va y avoir plus d'indulgence vis-à-vis des verbalisations automobiles ou d'autres contraventions. Bon, voilà, bon, ça c'est un clin d'œil. Je ne vous demande pas de répondre à ça. Non, mais vous pouvez nous en saisir, Monsieur le Président. Je transmettrai à qui de droit. En tout cas, côté police et gendarmerie, durant les Jeux Olympiques, nous nous occuperons de ceux qui n'ont pas forcément des intentions positives à l'égard de notre pays, et nous nous occuperons de ceux qui peuvent avoir envie de faire les poches de nos touristes ou de nos résidents. Voilà, donc la verbalisation du reste ne nous incombera pas. Et je voudrais saluer aussi, parce qu'on a avisé de ce débat lorsque nous l'avons organisé, Michel Cadot, délégué interministériel aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques. C'est aussi une institution qui a été créée pour que tout se passe bien. Vous travaillez en liaison avec la délégation interministérielle. Voilà, donc c'est aussi un préfet, Michel Cadot. Bref, on voit que les dispositifs sont complets et qu'il y a beaucoup de coopération et une anticipation très forte. Donc moi, je tiens à vous remercier. On va mettre sur le site ce que vous nous donnerez comme viatique, comme façon d'accéder à vous pour vous poser des questions. Donc je vous remercie infiniment. Je vais laisser François-Emmanuel avoir le mot de la fin et sans doute aussi nous rappeler la prochaine date du prochain cercle des managers dans un mois, puisque nos réunions sont mensuelles. Grand merci à vous tous. Je remercie Philippe Servali au nom des entrepreneurs en bâtiment, Fédération du bâtiment. Je remercie Philippe Bouet, les ascensoristes. Je remercie Benjamin, au titre des administrateurs de biens, des agents immobiliers. Et bien sûr, monsieur le préfet Boulanger pour la didactique, la transparence dont il a fait preuve ce soir. François-Emmanuel. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Ce sont 2 Jeux Olympiques, nous avons bien l'intention de les gagner. Pour les gagner, il faudra donc se concerter, dialoguer. On les gagne, On est là pour gagner, pas pour participer, bien évidemment. Donc, je pense qu'on est mis à contribution, mais positivement, par le dialogue, par la communication vis-à-vis de nos adhérents, mais aussi de nos clients. Je pense que c'est assez déterminant et c'est une épreuve collective, voilà, comme les Jeux Olympiques. Notre prochain rendez-vous est le 13 février à 18 h. Je vous souhaite bien d'y participer. La thématique, comme d'habitude, sera une thématique d'actualité. Donc, nous ne la connaissons pas encore, comme nous ne connaissons pas notre ministre actuellement. Peut-être sera-t-il là, sera-t-il présent avec nous, nous le souhaitons. Je vous souhaite une... service public, voilà, les hauts fonctionnaires en charge de cette grande question que sont les Jeux Olympiques sont là et monsieur le préfet était avec nous. Continuité du service public, il faut le rappeler, c'est une fierté de la France. Merci encore, monsieur le préfet. Bon courage à tous. Merci à vous. Merci. Et c'est le collectif qui gagnera la médaille de l'organisation. Merci à vous. Bonne soirée à tous et à tous. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.